Doté d'un institut Pasteur, 5 mois après la fin du dernier épisode d'Ebola, c'est le fruit de la coopération franco-guinéenne. Le lancement des travaux a été co-présidé ce vendredi par le président Alpha Condé et le ministre français des Affaires étrangères. Troisième et dernière journée du Forum économique sur la mobilisation des ressources intérieures, l'occasion de faire le point sur nos finances publiques. Le ministre du Budget sera avec nous dans ce journal. Et puis, football à l'affiche ce dimanche au stade du 28 septembre, Guinée-RDC. Deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Russie 2018, nous entendrons les deux sélectionneurs en fin de journal. Bonsoir. Tout d'abord, ce message du président de la République à la nation sur la semaine nationale de la citoyenneté en Guinée. C'était l'occasion d'une réflexion à mener destinée à montrer aux élèves diplômés hommes de métier que la citoyenneté concerne tout le monde et commence déjà par de petits gestes. Le chef de l'État s'adresse à ses compatriotes sur le sujet. Écoutons le président de la République, Alpha Condé. Mes chers compatriotes, à la suite de la loi adoptée par l'Assemblée nationale, j'ai pris un décret pour l'organisation de la première édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Une semaine durant, tous ensemble, nous avons communié autour des valeurs de paix, d'unité nationale, de civisme et d'attachement à notre pays. Cette semaine de la citoyenneté et de la paix a uni le peuple guinéen dans toutes ses composantes sociales, politiques, religieuses, communautaires, socio-professionnelles. Des agglomérations de l'intérieur du pays jusque dans les grandes villes, les jeunes, les femmes, les vieux, les sages, les religieux, les politiques, les enseignants, les étudiants, les marchands, les vendeuses, tous ensemble, nous avons répondu à l'appel de la citoyenneté. Une citoyenneté modèle pour laquelle nous devons tous œuvrer pour l'avenir de la nation guinéenne. En ma qualité de premier citoyen de notre République, je voudrais remercier chacun d'entre vous, féliciter toute la jeunesse qui s'est mobilisée, remercier les leaders politiques qui ont pris part à cette semaine de la citoyenneté et de la paix. Nous devons poursuivre les efforts afin que cette initiative de la fraternité reste une de nos valeurs nationales. La paix, la citoyenneté, l'unité nationale, la cohésion nationale, l'amour de la patrie, le civisme demeurent des principes qui doivent guider nos actions. En initiant la semaine de la citoyenneté et de la paix, notre objectif est de faire du citoyen guinéen un modèle, la base de l'émergence du développement de notre cher pays. C'est ce message que je compte transmettre au sommet sur le climat de la COP22 au Maroc, où je me rends la semaine prochaine, pour défendre avec les autres pays l'avenir de notre planète, avec des citoyens tous responsables de notre destin commun et celui de nos enfants. Pour moi, de Guinée un modèle, c'est chacun d'entre nous qui donnera au quotidien le meilleur de lui-même pour le bonheur de notre pays. Vive la Guinée unie et paisible.
Ce qui concentre l'actualité ce soir pose la première pierre du lancement des travaux de construction de l'Institut Pasteur par le président Alpha Condé et son hôte Jean-Marc Ayrault. L'Institut aura pour mission de répondre aux urgences épidémiques, participer à la surveillance et à la recherche sur les maladies infectieuses et former des scientifiques guinéens dans la prévention des épidémies dans la sous-région. Les explications d'Ibrahima Keita. Voilà le futur visage du Centre de recherche et de formation en infectiologie. La pose de la première pierre de l'édifice a eu lieu ici, à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Non loin de là, le président de la République, professeur Alpha Condé, et le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international ont procédé à la pose de la première pierre de l'Institut Pasteur de Guinée. La réalisation de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre du renforcement du système sanitaire guinéen post-Ebola. Tirant les conséquences du passage du virus Ebola, la Guinée et ses partenaires s'engagent à lutter contre les épidémies endémiques ou émergentes avec à la clé la prévention des pandémies, la conception de vaccins pour les traitements adaptés. L'Institut Pasteur de Guinée est le 33e établissement du réseau international des instituts Pasteur sur les 5 continents. L'objectif de ce nouvel institut, qui est un département autonome de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, est de répondre aux urgences épidémiques, de participer à la surveillance et à la recherche sur les maladies infectieuses, de former et d'accompagner les scientifiques guinéens de demain dans la prévention des épidémies. La construction de ces centres permettra de développer dans les meilleurs délais des partenariats entre ces instituts et plusieurs institutions de recherche du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que des programmes de collaboration scientifique avec d'autres départements ministériels. Depuis la confirmation de la fin de la fièvre hémorragique à virus Ebola par l'Organisation mondiale de la santé le 31 août dernier, la Guinée et ses partenaires ont orienté les efforts vers la qualification de la recherche et la prévention dans le domaine de la santé. Après avoir apprécié les efforts de lutte de la Guinée, la France, comme d'autres partenaires, s'engage à accompagner le pays. Depuis l'annonce de la fin de l'épidémie par l'Organisation mondiale de la santé le 1er juin et sa confirmation le 31 août de la fin de l'épidémie, la Guinée peut désormais se consacrer pleinement à son développement, réparer les ravages causés par Ebola et aussi se prémunir contre toute forme et tout risque de résurgence. Et dans cette étape, dans cette phase cruciale, nous sommes toujours à vos côtés. Et le soutien de la France à la relance post-Ebola est aujourd'hui effectif. Il totalise une mobilisation de 150 millions d'euros. La création de l'Institut Pasteur de Guinée concrétise un des engagements du président de la République française, François Hollande, en réponse à une demande, Monsieur le Président, que vous aviez formulée. Vous l'aviez formulé au cœur de l'épidémie. Eh bien, cet engagement est tenu. Cet institut va faire face d'abord aux urgences, mais il va aussi participer à la formation, à l'accompagnement des scientifiques guinéens dans la prévention des épidémies. D'ailleurs, on me dit qu'il ne s'agit pas vraiment d'une création, mais plutôt d'une renaissance. Car en effet, il y a eu un Institut Pasteur en Guinée. C'était dans la ville de Kindia. Puis il a fermé, il y a plus de 55 ans. Mais aujourd'hui, l'Institut Pasteur de Guinée, dirigé par le professeur Noël Tordeau, devient en effet le 33e établissement membre du réseau international des Instituts Pasteur. C'est un réseau qui est implanté sur les 5 continents et qui perpétue une œuvre que je qualifie d'humaniste. C'est l'œuvre de Louis Pasteur, qui s'est mis au service du progrès par la science, par la médecine, par une politique audacieuse de santé publique. Et quand je dis humaniste, c'est parce qu'il voulait que tous, quel que soit l'endroit où ils vivent, où ils habitent, aux difficultés auxquelles ils sont confrontés, et notamment les plus pauvres, puissent accéder à un droit fondamental
qui est celui de la santé. La construction du bâtiment de l'Institut Pasteur de Guinée, qui bénéficie d'un financement de l'Agence française de développement, va prendre 2 ans. Mais dans l'intervalle, des travaux de rénovation d'un bâtiment de l'université Abdel Gamal Nasser vont être réalisés pour y implanter un laboratoire qui va permettre, dès 2017, d'organiser des formations, d'initier ainsi les axes de recherche. Le centre de recherche clinique et de formation sur les maladies infectieuses de Guinée, dont nous avons posé la première pierre aujourd'hui, va permettre quant à lui d'accueillir des spécialistes et des chercheurs au service du public et notamment de prendre en charge et suivre la charge virale des personnes qui sont guéries d'Ebola. Et c'est important que ce suivi soit assuré dans la durée. Le CERFIG va donc devenir, j'en suis convaincu, un formidable outil de coopération internationale. Monsieur le Président, Monsieur le Professeur Alpha Condé, vous qui mettez la jeunesse au cœur de vos priorités, vous qui vous souciez du bien-être de votre peuple et qui savez quels sont les choix prioritaires qu'il faut faire, après la tragédie de cette épidémie que vous avez vécue, je voudrais saluer votre engagement et associer à ces salutations toutes celles et tous ceux qui vous accompagnent dans cette mobilisation pour la santé pour tous. Le président de la République, professeur Alpha Condé, n'a pas caché sa satisfaction. Pour lui, l'esprit pastorien est présent en Guinée depuis des années à travers celui de Kindia, spécialisé dans la fabrication de vaccins. Permettez-moi tout d'abord de vous dire ma satisfaction d'être à vos côtés, Monsieur le ministre, aujourd'hui pour célébrer la naissance d'un Institut Pasteur à Conakry, que je le souhaite vivement, fera honneur comme les autres instituts du réseau international de l'Institut Pasteur à l'esprit pasteurien. L'esprit pasteurien était présent en Guinée depuis des décennies avec l'Institut Pasteur de Kindia, dont le nom est associé à plusieurs réalisations majeures de sérums et de vaccins. Sa disparition témoignait de l'état de dégradation de nos infrastructures sanitaires. Tout le monde sait ce que la maladie à virus Ebola a coûté à notre pays, au point de vue des pertes humaines, des veuves, des orphelins, mais aussi de l'atteinte à notre système économique au moment où le pays allait prendre son envol. Mais cette situation a entraîné de vigoureuses réactions. Ça a amené le gouvernement à accroître le budget consacré à l'éducation, à la santé et à la recherche. Je fonde donc de grands espoirs sur la qualité de la coopération qui s'appuie entre l'Institut Pasteur de Conakry et l'Institut Pasteur de Paris, mais aussi avec tout son réseau international, fort de 33 instituts dispersés sur les 5 continents. Comme les autres instituts, l'Institut Pasteur de Conakry ambitionnera d'être un institut de recherche d'excellence au cœur des progrès de la science et de la médecine de la santé de demain, tout en restant fidèle à l'esprit humanitaire de Louis Pasteur. Monsieur le ministre, je voudrais au nom du peuple de Guinée et de son gouvernement exprimer ma reconnaissance à nos amis et à nos partenaires qui ont rendu possible la présente cérémonie de pose de la première pierre de l'Institut Pasteur à Conakry, ce jour 11 novembre 2016, 11 novembre qui est une date historique pour la France, et comme je vous ai dit, le président Hollande a déposé les gerbes à Paris. C'est ce qui unit de penser que la science, la technologie peuvent être mises au service de ce qui fait avancer la dignité humaine. Je souhaite que l'esprit pasteurien continue d'inspirer ce nouvel institut qui va être créé et j'invite toute la recherche guinéenne à être portée par son souffle d'espoir. Mais contrairement à ce qu'a dit notre ami, ça ne prendra pas 2 ans. Parce que j'ai dit aux Guinéens, si les Chinois peuvent travailler 24 heures sur 24, pourquoi pas nous? Et nous avons décidé qu'en saison sèche, ce qui concerne les travaux d'infrastructure, tout le monde doit travailler 24 heures. Ça ne veut pas dire que chaque travail va travailler 24 heures, ça veut dire qu'on aura 3 équipes qui vont travailler 8 heures, et ce qui fait qu'on diminuera de moitié le temps de construction.
De la direction Kipé pour la pose la première pierre des travaux d'extension du lycée français Albert Camus, un établissement scolaire qui jusque-là comptait 1000 élèves. L'objectif est de passer au plus vite à 1500 élèves. C'est le président de la République, professeur Alpha Condé, qui a procédé à la pose la première pierre de cette infrastructure scolaire. Pour être complet sur ce sujet, j'ajoute que l'accord de coopération pour la création de cet institut avait été signé en novembre 2014 lors d'une visite hautement symbolique du président français François Hollande en pleine épidémie d'Ebola en Guinée et dans la sous-région. Je vous l'annonçais en titre, le Forum économique sur la mobilisation et l'utilisation efficace des ressources intérieures a pris fin ce samedi. Il a duré 3 jours et a mobilisé plus de 300 fonctionnaires à Conakry. L'objectif est d'établir des pistes de solutions pour une meilleure gestion des finances publiques, dont il attend comment nos finances seront désormais gérées. Élément de réponse dans ce reportage de Maïmouna Bila Diallo. Au cours de ce forum économique, les participants ont abordé sans détour les problèmes qui affectent l'économie guinéenne. Les sujets à l'ordre du jour ont été exposés par d'éminentes personnalités nationales et internationales spécialisées sur les questions économiques. Ces panélistes ont tous posé le diagnostic de la situation économique et financière de la Guinée et proposé des pistes de solutions fiables pour le développement du pays. Il a été proposé d'améliorer le recouvrement des taxes existantes en éliminant autant que possible les exonérations, de mettre en œuvre le nouveau code minier, à minima pour tous les projets verts, d'appliquer l'harmonisation des critères de convergence de la CEDEAO, de mettre en œuvre toutes les mesures fiscales prévues dans le projet de budget, dans le budget de l'État, droit pour les nouveaux permis de conduire et passeports biométriques, d'élargir l'assiette fiscale en recherchant les niches fiscales, de préparer une évaluation complète de la dépense fiscale et éliminer progressivement les exonérations existantes, de poursuivre les efforts de modernisation de l'administration fiscale en mettant l'accent sur l'administration de services, de rédiger et ou actualiser les manuels de procédure, de cultiver le civisme fiscal en améliorant la qualité et l'efficacité du programme de contrôle fiscal, de rationaliser et de renforcer les capacités des personnels, de promouvoir l'éthique et la déontologie, d'établir l'interconnexion entre les régies financières. Dans son discours de clôture, le Premier ministre a fait l'autopsie de l'économie africaine en général et de celle de la Guinée en particulier. Mamadi Youla a indiqué que pour réussir son développement, un pays doit savoir mobiliser ses propres ressources et réduire sa dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. Nos problèmes et propositions de solutions sont désormais connus. Il faudrait à présent qu'ensemble, nous nous mettions au travail pour faire de la Guinée un pays émergent. Je voudrais ici vous faire part de ma satisfaction pour les avancées significatives enregistrées au terme de vos travaux dans ces divers domaines. En effet, au regard de la longue énumération que vient de faire Monsieur le ministre du Budget dans son allocution, sur les constats, sur les mesures envisagées et sur les dispositions qui seront prises avec détermination, je l'espère, je reste convaincu que l'exercice qui est engagé conduira certainement au succès et donc à l'amélioration des recettes intérieures de notre pays. La qualité des conclusions qui viennent d'être exposées montre à suffisance que vous avez passé en revue les principaux enjeux et défis liés à la mobilisation des ressources intérieures en Guinée et fait des recommandations opérationnelles sur les options de politique publique et les mécanismes permettant d'exploiter pleinement les sources de financement intérieur pour le développement économique de notre pays. Je peux vous assurer que ces recommandations feront l'objet d'un examen attentif au niveau du gouvernement afin de créer les conditions requises d'une plus grande mobilisation et d'une utilisation efficace de nos ressources pour le plus grand bien de nos populations. Ce forum économique sur la mobilisation et l'utilisation efficace des ressources intérieures vient à point nommé.
Cette rencontre coïncide avec le bouclage de notre programme national de développement social PNDS. Déjà, un comité de suivi et un comité technique vont être créés pour assurer l'exécution et les recommandations issues de ce forum. Je vous l'annonçais en titre, je reçois en plateau le ministre du Budget, Mohamed Lamine Doumbouya. Monsieur Doumbouya, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre du Budget. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous sortez, on le disait tout à l'heure, d'un forum économique sur la mobilisation et l'utilisation efficace des ressources intérieures. Est-ce dire que nos ressources sont mal gérées? Les ressources sont gérées, mais je pense qu'on peut mieux faire. Si vous voulez, nous sommes dans un contexte où les demandes sociales deviennent de plus en plus croissantes et pressantes. Et nous sommes en train de mettre en place un nouveau plan national de développement économique et social. Et pour financer tout ceci et faire face à toutes ces demandes sociales, il faut nécessairement mobiliser davantage de ressources. Autre élément aussi qui me semble important, c'est qu'il faut mobiliser non seulement ces ressources, mais aussi favoriser la croissance économique. En d'autres termes, nous devons veiller à ce que les impôts ou les taxes que nous devons prélever puissent être socialement acceptables, mais aussi économiquement favorables à la création de richesses. Concrètement, comment cela pourrait se faire? Cela pourrait se faire par une révision de notre système fiscal dans son ensemble. Travailler davantage dans le renforcement du capital humain, travailler dans l'amélioration et dans la construction d'une administration fiscale de service, mais aussi travailler pour mettre en place une administration de contrôle, une administration fiscale de contrôle, de sorte que on puisse non seulement, toujours dans la même lancée, sensibiliser les populations sur le bien fondé de payer l'impôt. Quand je dis population, je mets dedans les populations, mais aussi les autres contribuables, je pense ici notamment aux sociétés, aux entreprises, aux PME, faire en sorte aussi qu'on puisse élargir la base de l'assiette fiscale. Parce que ce qu'on a constaté malheureusement, c'est que l'impôt pèse de plus en plus sur ceux qui sont identifiés et qui payent l'impôt. Alors, comme on le dit, trop d'impôts, ça tue l'impôt. Donc, si on ne veut pas qu'à terme, on puisse aller dans le sens de la destruction des emplois, de peut-être la faillite de ces quelques entreprises qui sont en surface et qui s'acquittent de leurs devoirs fiscaux, nous devons faire en sorte que l'impôt puisse être supporté par une grande partie de la population. Donc, élargir l'assiette et revoir relativement en baisse les taux d'imposition pour que aussi nous puissions avoir un système fiscal compétitif. Parce que nous sommes aussi dans un espace économique concurrentiel et nous devons faire en sorte que toutes les mesures que nous prenons ici puissent tenir compte aussi de la compétitivité que l'on peut avoir par rapport à nos voisins. Vous parlez de mesures. Ce forum, on l'a entendu dans le reportage, a mobilisé 300 fonctionnaires, des experts en finances publiques. Quelles sont justement les mesures prises durant ce forum? Écoutez, il y avait plus que des fonctionnaires aussi, parce qu'il y avait les opérateurs du secteur privé, il y avait des hommes politiques, il y avait des parlementaires, mais aussi la société civile. Donc, c'est pour vous dire en fait que l'approche, elle est inclusive. L'idée, c'est qu'ensemble, nous pensions sur quel type de système fiscal nous voulons. Et je pense que pour atteindre cet objectif, nous avons réussi parce que nous avons fait un diagnostic et nous avons posé les différents problèmes sur table et avec des solutions de début. L'idée n'est pas de trouver immédiatement toutes les solutions, mais de savoir quelles sont les décisions immédiates, les mesures immédiates qu'on peut prendre pour changer très rapidement la situation et mettre en place un mécanisme pour réfléchir sur notre système fiscal dans son ensemble qui intégrerait bien sûr le volet capital humain, le volet administration fiscale de service et le volet administration fiscale de contrôle. Donc nous devons dans un premier temps travailler sur la sécurisation et de tout le système de toute la chaîne de perception, la mobilisation aussi pour qu'on élargisse l'assiette, mais autre élément aussi, nous devons travailler aussi sur la qualification des dépenses, faire en sorte que les dépenses puissent avoir des effets sur les conditions de vie des populations, toute chose qui est chère au président de la République, le professeur Alpha Condé, qui veut que
qu'on améliore la qualité de nos dépenses et qu'on supprime toutes les dépenses improductives pour que les réformes que nous sommes en train de mettre en place actuellement puissent se faire ressentir dans le panier de nos ménagères. Concrètement, comment cela va se faire? Cela va se faire certainement par la mise en place d'un comité. Il y aura un comité de suivi et un comité technique. Le comité technique, d'ici la fin de ce mois, nous devrions composer tout ceci. Et nous nous serons appuyés par des partenaires naturellement pour nous permettre de faire une identification des mesures immédiates qui pourraient changer sensiblement la façon dont nos récits fonctionnent et aussi la façon dont notre système de mobilisation est opérationnalisé et qui devrait à la longue nous permettre aussi d'avoir davantage de ressources. Autre élément aussi, c'est que nous investissons dans la transparence budgétaire. Faire en sorte que des opérateurs, des initiatives privées, le secteur privé, la société civile ou bien pourquoi pas la presse, s'il y a des gens qui veulent savoir ce qui se passe dans le budget, qu'ils puissent le savoir, c'est leur droit. Et nous allons travailler sur ça aussi parce que ça tient à cœur aussi le président de la République. Donc voilà autant de mesures auxquelles nous devons nous attendre et qui, normalement, d'ici le début de l'année prochaine, avec la nouvelle année budgétaire qu'on va entamer, il y aura certainement des changements qui vont avoir lieu dans ce sens. Monsieur Mohamed Lamine Doumbouya, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes ministre du Budget. Merci beaucoup. On change de chapitre, justice, et vous le savez, la rentrée judiciaire a officiellement eu lieu ce vendredi sous la présidence du chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature. Alpha Condé plaide pour la promotion d'une justice impartiale, pendant que le président de la Cour suprême rappelle le rôle régalien du magistrat. Les explications de Thierno Younoussaba. Une audience différente d'un jugement qui marque la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Cette importante séance s'est déroulée dans les locaux de la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays. Cette audience qui nous rassemble en cet instant présente la particularité qu'elle est la première qui met le président de la Cour suprême et l'ensemble des magistrats à côté et face au chef de l'État, président de la République. Elle porte cette singularité remarquable. Elle est la première que vous présidez et la première à laquelle je prends part en qualité de président de la Cour suprême. Je voudrais à cet égard, en mon nom et en celui de l'ensemble des magistrats, vous dire, professeur Alpha Condé, combien nous apprécions dans toute sa mesure le sens élevé de votre présence personnelle à cette audience qui confirme avec plus d'éloquence que les mots votre intérêt pour la situation et les préoccupations des juges et des justiciables. La cérémonie a mobilisé magistrats et greffiers du pays, une première qui réconforte les professionnels. La rentrée judiciaire représente beaucoup, pas pour moi seulement, mais pour tous les magistrats de la Guinée. Tous les magistrats sont joyeux. Cet espace d'échange et d'autocritique permet de conforter la position de la justice dans la bataille pour l'impartialité des magistrats. En 2014, on n'a pas pu le faire à cause d'Ebola. En 2015, on n'a pas pu le faire à cause des élections présidentielles. Donc il n'y avait absolument aucune raison qu'on ne puisse pas le faire cette année. Je rends hommage à tous les magistrats de Guinée qui travaillent avec acharnement, avec sérieux, avec compétence. Et comme vous savez, il y a aussi les cas d'indiscipline, les cas d'incompétence, les cas de corruption. Mais il y a un conseil supérieur à la magistrature pour cela. Mais la grande majorité des magistrats travaillent consciencieusement. C'est cela qui m'intéresse. Ce n'est pas les brebis galeuses. Monsieur le Président de la République lui-même a parlé de ces cas de dérapage qui existent un peu partout, mais qui est beaucoup plus important chez nous. Le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, salue les avancées déjà posées et appelle les magistrats à davantage assumer leurs responsabilités en vue de la crédibilité du secteur. Il reste à la justice de convaincre qu'elle est désormais une justice au service du développement et non de l'enrichissement personnel. Des réformes majeures ont été posées et pour lesquelles je félicite le ministre de la Justice et le président de la Cour suprême. C'est le cas de la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature, aux attributions et à la composition élargie, de la mise en place de la Commission nationale Rwanda, de la nouvelle loi d'organisation judiciaire, le code pénal, code de procédure pénale, etc. Et pourtant, j'attends encore davantage la justice, car elle demeure le fondement de l'état de droit.
étant constamment à l'écoute de notre population, je dois dire que les frustrations et les lacunes sont encore importantes et il faut faire face d'urgence. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour le moment, la justice n'est pas bien vue par les populations. Et c'est bien que le procureur Ali Touré fasse de longues déclarations sur l'indépendance, etc. Mais il faut faire de longues diversions dans les discussions et tout ça. Il faut voir la réalité concrète. Est-ce que la justice est indépendante? Tous les jours, nous avons des problèmes. Lorsque les magistrats, on a créé la cour, le conseil de la magistrature, les juges sont sanctionnés et le ministre ne veut pas qu'on publie. Mais les juges sont comme les autres. Comment voulez-vous que les populations aient confiance dans la justice lorsqu'ils ne savent pas que les juges peuvent être sanctionnés? On dit non, si on publie, ça va dire les magistrats. Mais c'est les magistrats qui s'utilisent eux-mêmes. Nous avons des cas concrets. Donc, est-ce que la justice aujourd'hui, l'indépendance, c'est bien à l'égard de l'exécutif, mais l'indépendance à l'égard de l'argent. C'est ça, l'indépendance aussi, c'est à l'égard de l'argent aussi. Et c'est le cas. La rentrée judiciaire est pleine de signification et devient désormais un rituel pour les magistrats et greffiers en vue de l'indépendance du secteur. Politique, avec cette conférence de presse du comité de suivi de l'accord du 12 octobre, les échanges avec la presse sont essentiellement consacrés aux travaux réalisés par les commissions techniques. Le point avec Mohamed Lamine Camara. Une semaine après la mise en place du comité de suivi de l'application de l'accord politique du 12 octobre 2016, les 5 commissions techniques de travail multiplient les concertations pour la réussite de leur mission. Pour éclairer la compréhension des uns et des autres sur les activités de cet organe de suivi, le président rencontre la presse. La stratégie consiste à mettre les journalistes au bain de l'évolution des travaux entrepris par les membres du comité. Le comité de suivi travaille tous les jours, tous les mois, toutes les semaines. Mais le comité a des bras séculiers à travers ce que l'on appelle des commissions. Alors ces commissions travaillent, puisque c'est dans des horizons divers. Chacun est attelé à un sujet précis. Comprenez que si ce n'est pas cette division du travail-là, on n'aura pas le résultat global auquel nous aspirons. Il y en a qui sont chargés de la communication, d'autres sont chargés de l'indemnisation, d'autres s'occupent du problème des prisonniers, parce qu'il faut respecter tous les termes de l'accord. Au cours de ces échanges, le président du cadre de suivi a mis l'occasion à profit pour faire une rétrospective sur les étapes du déroulement du dialogue politique interguinéen. Général Bourima Condé a également promis de tout mettre en œuvre pour l'application stricte de tous les points inscrits dans l'accord du 12 octobre 2016. Il y a une chaîne de dialogue, c'est parce que les premiers dialogues n'ont pas été respectés. Les accords n'ont pas été respectés. Et que nous nous efforçons, cette fois-ci, de faire en sorte que tous les points de l'accord soient respectés. J'ai dit que c'est un engagement personnel qui engage ma dignité et ma responsabilité. J'ai dit tout ça dans la salle. Et c'est une réalité. Et c'est pour cette raison que les dispositions qui sont prises maintenant ne l'avaient jamais été auparavant. La relance du dialogue politique inclusif a permis aujourd'hui de décrisper le climat politique en Guinée. Le comité de suivi de l'accord du 12 octobre 2016 fait désormais de la communication à grande échelle sur les activités entreprises son cheval de bataille. Et puis le bureau exécutif de la coordination du Manding sous la haute autorité du Conseil des sages a l'honneur de porter à l'attention de tous les invités et le peuple de Guinée que la cérémonie d'intronisation de son nouveau doyen, initialement prévue le dimanche 13 novembre 2016, est reportée à une date ultérieure. La nouvelle date fera l'objet d'une large information. À Ignace Dine, une jeune dame attendait quintuplé, sans procréation médicalement assistée. Ça relève presque du miracle et la future maman en est bien consciente. Son état de santé est stable, mais dame quintuplée, comme on l'appelle ici, ne peut accoucher à Conakry faute d'équipement. Et ce samedi, la première dame est allée à son chevet, comme l'explique Ali Badra Condé dans ce reportage. En compagnie d'une importante délégation nigériane de Rojast Fondation et des membres de son cabinet, la première dame de la République s'est rendue à l'hôpital national d'Ignace Dine. Objectif, s'enquérir de l'état de santé de cette jeune dame, Mawa Souma, enceinte de quintuplé.
Couchée sur son lit d'hospitalisation, cette jeune dame a besoin d'une prise en charge médicale afin de sauver ses 5 enfants et elle-même. Le gouvernement est sur le pied de guerre tout le temps. Et le ministre de l'Action sociale et le ministre de la Santé, ils sont présents auprès de nous. C'est vrai, le grand problème de cette parturiente, c'est que les enfants vont naître prématurés. Le grand problème, c'est quoi? C'est l'élevage de ces enfants. L'élevage de ces enfants, c'est pas seulement la couveuse, mais c'est la nutrition, c'est la réanimation de ces enfants-là. Parce qu'ils vont naître peut-être à 2 mois avant terme, et les 2 mois qui restent à gagner, il faut qu'ils soient suivis. Ils sont suivis sous couveuse, ils seront réanimés, ils seront nourris, et tout ça, ça pose beaucoup de problèmes. Évoluant dans la protection de la santé maternelle et infantile en Guinée, la première dame de la République, Adja Djené Kandé, se dit préoccupée de cette situation. Ce qui arrive à ce couple est très très exceptionnel. Les quintuplés, le médecin est là, je parle sous contrôle. C'est une grossesse difficile, extrêmement difficile. Et comme elle le disait, la maman, elle s'étouffe parce que le poids des enfants et tout ça. Donc moi, la Fondation Prosme, comme vous le savez, nous assistons les enfants en Guinée. Nous sommes dans la santé maternelle et infantile. Et nous avons des partenaires, mais des partenaires qui sont plutôt sur l'enfant, qui sont sur les enfants qui naissent avec des malformations cardiaques, toutes sortes de malformations. Mais là, je ne pouvais pas rester à distance sans venir m'enquérir des nouvelles de la maman. Le gouvernement est sur pied, le président de la République a donné des consignes. Donc je pense que c'est une maman qui va être prise en charge très rapidement. Déjà à 6 mois de grossesse, cette jeune dame commence à s'essouffler. Au-delà de l'accouchement, d'autres problèmes comme l'entretien de ses 5 enfants demandent de gros moyens. À Conakry, les bacheliers nouvellement orientés dans des universités privées protestent contre le nouveau système d'orientation du ministère de l'Enseignement supérieur, où ils se sont rendus pour manifester leur mécontentement, mais aussi tenter de rencontrer les autorités, sans succès pour le moment. Notre équipe est allée sur place pour comprendre ce qui coince entre étudiants et ministère. Témoignage dans ce reportage de Valérie Taline-Mané. La colère des bacheliers ne faiblit pas. En cause, la politique d'orientation dans les institutions d'enseignement supérieur, contestée par de nombreux étudiants. Un nouveau système qui fait polémique. Alors que le démarrage des cours est annoncé pour les prochains jours, le mouvement prend de l'ampleur. On est là ce matin, c'est une suite logique, il faut le dire comme ça, parce que c'est nous, bacheliers de cette année. En fait, les orientations se sont faites de manière incompréhensible. Depuis quelques jours, ce collectif d'étudiants souhaite rencontrer les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur pour échanger sur la question. Cette année, plusieurs bacheliers se sont vus orientés dans des universités ou filières qui ne correspondent pas à leur choix. Cette année, j'ai eu le bac, j'ai fait les séances expérimentales, mais franchement, j'ai fait les 5 choix. Mon premier choix, c'était la biochimie, mais je me suis retrouvé avec la géographie, Université Jules Nyerere de Cancan. Et ils ont dit qu'ils ont orienté en fonction des moyens, mais là, je me demande, ils se sont repérés de quels moyens pour m'orienter en géographie. Sinon, au moins, en expérimental, on ne voit que la biologie, la physique, la chimie. Au ministère de l'Enseignement supérieur, pas de panique à ce sujet. Devant nos caméras, les autorités expliquent les critères de ce nouveau système d'orientation des bacheliers. Selon nous, personne n'est victime de quelque chose. Les gens ont été orientés sur le mérite. L'orientation, comment ça se passe? Vous demandez à aller, par exemple, en géographie. Géographie donne 50 places. Mais on regarde tous ceux qui ont demandé géographie au premier choix et on les classe dans l'ordre des moyennes. Parce que sur la plateforme, on offre le nombre de places disponibles dans la filière. Aucune rencontre n'est encore annoncée entre ces étudiants et les cadres du département de l'enseignement supérieur. Je vous l'annonçais en titre, la Guinée rencontre la RDC ce dimanche au stade du 28 septembre au compte de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Un match déterminant pour le Sili national de Guinée dans cette course pour les phases finales. Kadiatou Traoré.
Le technicien congolais vient à Conakry dans l'espoir de conforter sa position dans le groupe A, où la Tunisie occupe provisoirement la tête avec 6 points. Pour atteindre cet objectif, Ibenge envisage de mettre en place un système compact qui va empêcher le Sili de dérouler son jeu. On a envie d'aller en Russie, et pour aller en Russie, on s'est dit qu'il valait mieux gagner tous les matchs à domicile et essayer de glaner des points à l'extérieur. On a eu le mérite de gagner contre la Libye à domicile. Maintenant, on est à l'extérieur, on cherche des points à l'extérieur. De l'autre côté, Mohamed Lapé Bangoura est confiant. Gagner devant son public pour se relancer est bien possible avec l'engagement des joueurs et le respect des consignes données, malgré l'absence du capitaine Ibrahim Traoré blessé ainsi que 2 autres joueurs. On rencontre le Congo, c'est bien vrai, c'est une équipe qui est déjà en place, qui certainement fait partie des meilleures équipes africaines. Mais je pense, avec cet état d'esprit, l'effectif qu'on a aujourd'hui, une certaine concurrence, la volonté qui est là, on a senti un certain plaisir, une solidarité au sein du groupe. Nous mettrons tout à notre faveur pour pouvoir gagner ce match parce que notre destin, il dépend. La qualification de la Guinée, c'est surtout ce match. De nouveaux joueurs font leur entrée dans la sélection nationale. L'intégration a été facile et ils comptent se donner à fond pour permettre à la Guinée de se relancer dans cette compétition. Si on part avec une bonne organisation, avec un bloc compact, je pense qu'on peut faire mal. Donc on a bien travaillé cette semaine. C'est vrai que ça a été dur les 2 premiers jours et ensuite ça s'est super bien passé. Le match Guinée-RDC, prévu ce dimanche à 17h30 temps universel au stade 28 septembre, risque d'être électrique, pourvu que l'enjeu ne tue pas le spectacle. On termine avec la disparition du docteur Sékou Ahmed Tidiane Diao, gynécologue, jusqu'ici en service à Malabo. En Guinée équatoriale, où il s'est éteint, sa dépouille mortelle a regagné Conakry. Tcherno Maroufba, Abdulkarim Kamara. Ahmed Tidiane Diao n'est plus. Ce gynécologue de l'hôpital Ignace Dine est décédé le 3 novembre dernier en Guinée équatoriale après 5 ans de service à l'hôpital Lori Komba de Malabo. Il était en service dans ce pays par le biais d'une coopération entre les 2 nations. Dr Diao a fait ses premiers pas au service de la nation à la maternité de l'hôpital Ignace Dine en 1981. Son corps regagne son pays natal avec tous les honneurs. Ses collaborateurs gardent de bons souvenirs de l'homme. Avant qu'on arrive en Guinée équatoriale, l'institution de sécurité sociale a eu des contrats avec beaucoup de pays. Les Chinois, l'équipe chinoise a passé, l'équipe éthiopienne a passé, les Cubains sont venus. Ils n'ont pas eu gain de cause. Quand les Guinéens sont venus, INSESO est devenu un hôpital de référence. Après la levée du corps à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, le cortège funèbre se dirige vers l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, où il a longtemps servi comme enseignant. Ici, collaborateurs, amis et étudiants lui rendent aussi un dernier hommage lors de l'exposition du corps de cet ancien chef-service de la maternité de l'hôpital Ignace Dine. Membre du Collège ouest-africain des chirurgiens et auteur de plusieurs ouvrages scientifiques, la perte de cet éminent professeur est aujourd'hui perçue comme un vide dans le corps médical guinéen. Il n'y avait pas d'heure pour ses patients. Il ne quittait jamais ça avant 2 heures du matin. Il lui arrivait de rester là jusqu'au matin pour suivre des patients. Ce qui m'a frappé aussi à Diao, il n'a jamais rançonné une malade. Au contraire, sa poche, il la vidait tous les jours au profit des malades. C'était vraiment un exemple. J'étais gynécologue accoucheur à l'hôpital Ignace Dine et a passé ces dernières années en Guinée équatoriale en tant que coopérant. Et vous avez vu la mobilisation du côté de la Guinée équatoriale, donc une forte délégation qui a accompagné sa dépouille mortelle. Donc pour la corporation, encore une fois, c'est vraiment une grosse perte et nous nous sommes mobilisés vraiment pour lui rendre un dernier hommage. Dr Sékou Ahmed Tidiane Diao s'en va en laissant derrière lui une veuve, 3 enfants et des amis qui continuent de pleurer sa disparition. Il sera inhumé ce dimanche à Katougouma, son village natal. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Pékin, Xi'an, Chengdu et partout en Chine. Bonsoir.